Absolument. Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'association entre entrepreneurs. Faut-il s'associer ou pas? Et si on s'associe, ben, quels en sont les enjeux, les conditions de succès? Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Donc, on va voir dans cet épisode des chroniques pourquoi privilégier le fait de ne pas avoir d'associés. Ceux qui suivent Melchior et ses chroniques connaissent notre position par rapport à cette question. Quelles sont les situations où on peut quand même l'envisager? Quelles précautions prendre le cas échéant si on décide de s'associer? Et enfin, comment bien documenter le cadre de cette association, le cas échéant? Alors, c'est un thème qui fait l'objet d'une abondante littérature et même maintenant des émissions de télévision qui permettent de trouver un associé. Beaucoup d'ouvrages sur la question. Alors, on en a un qui est assez intéressant puisqu'il fait le parallèle entre le fait de prendre un associé et de, de se marier. Donc, on va voir que même si la comparaison peut paraître un peu exagérée, elle ne l'est pas complètement non plus. Euh, voilà, on ne doit pas s'associer à la légère, de même que, évidemment, on ne se marie pas à la légère non plus. Pourquoi éviter de s'associer? Alors, l'entrepreneur, vous le savez, a deux caractéristiques dont la combinaison est très spécifique. Le besoin de réalisation, d'une part, et le besoin d'être maître de son destin. Alors, on l'illustre traditionnellement chez Melcion avec ce schéma qu'on trouve tous très, très moche, mais malgré tout, on l'aime beaucoup. Et il vous montre donc sur l'axe des abscisses l'axe de l'indépendance. Voilà, on va trouver tout au bout des auto-entrepreneurs. Sur l'axe vertical, le besoin de réalisation, de challenge. Tout en haut, on va trouver des grands managers, des dirigeants d'entreprise. Et dans le coin, plutôt en haut à droite, on trouve nos entrepreneurs et donc cette combinaison de besoins de liberté, d'indépendance et de réalisation de challenge. Alors autant le besoin de réalisation, il peut être mieux satisfait avec un associé ou même plusieurs, autant le besoin d'être maître de son destin, lui, il va être plus compliqué avec un associé, évidemment. Donc en fait, c'est QFD, hein, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin, mais tout seul on fait aussi exactement ce qu'on veut. Voilà donc la raison pour laquelle si le véritable entrepreneur, il va plutôt avoir tendance et intérêt à rester seul à bord et à ne pas prendre d'associés. Alors, l'autre raison pour laquelle on recommande de ne pas s'associer, c'est que bah, souvent ça foire, tout simplement. La comparaison entre mariage donc, et association est plutôt en défaveur des associations d'entrepreneurs. Ce sont à peu près 50% des mariages qui se terminent en divorce. Dans le cadre des associations d'entrepreneurs, c'est même plus important, entre 50 et même 80%, d'après des études aux États-Unis. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça échoue souvent? Eh bien, il y a pas mal de causes possibles, des divergences sur la vision, sur la stratégie, des pertes de confiance. Voilà, si l'un fait des erreurs, par exemple, bah, ça peut arriver. À ce moment-là, ben, évidemment, c'est plus compliqué quand on est associé. Des problèmes relationnels, de comportement, de caractère, évidemment. On voit tous de quoi il peut s'agir. Ça peut aller jusqu'à des rivalités de pouvoir, d'ego. C'est pas non plus rare dans des associations, surtout quand on démarre la fleur au fusil. Voilà, on est à égalité, on décide de tout ensemble, et puis il arrive souvent que l'un ou l'autre prenne le lead sur l'entreprise. Des problèmes de répartition des tâches, voilà, on se recouvre, on est sur les mêmes responsabilités ou au contraire, il y a des responsabilités qui sont mal couvertes alors qu'on pensait qu'elles le seraient. Des différences d'implication, on y viendra aussi, des désalignements des intérêts, voilà, selon l'histoire de l'entreprise. Là, on était aligné au départ, on le sera plus forcément tout au long. Et enfin, ben, toutes sortes de difficultés que l'entreprise peut traverser, des problèmes de trésorerie, des problèmes voilà, de pivot stratégique ou autres qui vont créer du flottement et des désalignements entre associés.
Voilà, donc moi, je rencontre un peu tous ces cas-là en tant que médiateur, puisque en parallèle de mon activité d'associé Melcian, je m'occupe de résoudre des conflits entre associés et actionnaires. Alors, dans quel cas s'associer quand même? Il y a des cas où ça peut néanmoins être souhaitable. Il y a le cas où bah, ce n'est pas vous qui êtes porteur du projet et vous avez un ami, une relation qui vous propose de vous embarquer dans son aventure. Donc, vous n'êtes pas forcément vous-même entrepreneur dans l'âme, euh, mais voilà, vous avez l'occasion de goûter à la saveur de l'entrepreneuriat. Vous n'en avez pas la responsabilité ultime du projet, mais vous serez intéressé à son succès éventuel. Donc, pourquoi pas à ce moment-là, une fois que vous aurez bien validé un certain nombre de choses qu'on va voir, décider de vous embarquer. Un autre cas, c'est celui où vous êtes le porteur du projet, vous êtes l'entrepreneur et vous avez identifié un associé qui vous paraît indispensable. Alors, c'est une compétence rare qui vous paraît clé pour le succès de l'entreprise. Ça peut être une compétence technologique, scientifique, la détention d'un brevet, ou alors voilà, le fait d'avoir un réseau incroyable dans tel ou tel domaine. Et voilà, cette personne ne veut pas se contenter d'être salarié ou en prendre le risque voilà, de se faire en gros déposséder de ses actifs, de sa valeur, et puis débarquer ensuite. Voilà, ça peut être un cas où il peut être intéressant malgré tout de s'associer. Et enfin, vous êtes véritablement un entrepreneur, mais pour telle ou telle raison, vous ne vous sentez pas les épaules ou le courage de porter seul votre projet. Vous préférez avoir un peu moins la maîtrise de votre avenir, de votre destin entrepreneurial, partager le pouvoir, la décision, pour ne pas vivre la solitude de l'entrepreneur. Troisièmement, quelles sont les questions à vous poser si vous avez décidé de vous associer? Il y en a 7 de mémoire qui sont vraiment importantes à balayer. Donc, mieux vaut mettre au clair un certain nombre de choses dès le départ, plutôt même avant de démarrer. Et voilà, donc les principales questions que vous avez tout intérêt à vous poser, à discuter ensemble et à clarifier avant même de prendre la décision. Alors, tout d'abord, est-ce que nous avons les mêmes objectifs, notamment sur le plan financier? Quand on dit objectif, ça peut être aussi des contraintes. Quid des revenus de l'un et de l'autre? L'un peut en avoir d'autres par son conjoint, par voilà, des revenus patrimoniaux, pourquoi pas, oui, ça peut être aussi des indemnités des assédiques. Quid des besoins? On n'a pas tous non plus les mêmes niveaux de dépenses, selon qu'on soit en famille, célibataire, qu'on soit un flambeur ou un ascète. Voilà, quid des patrimoines, et donc quels sont nos besoins, on va dire au mois le mois, et quelles sont nos espérances de sortie et à quel horizon. Ensuite, quel temps prévoyons-nous d'investir dans la société? Alors, pardon, le nombre d'heures par semaine, il ne s'agit pas de pinailler, est-ce que c'est 35 heures ou 39, mais il y a quand même des questions importantes. Est-ce que l'un va vouloir y consacrer quasiment toute sa vie, tout son temps, alors que l'autre va vouloir se ménager du temps pour sa vie privée, familiale ou autre? Est-ce que l'on prévoit de s'appeler tous les week-ends, de s'envoyer des mails et de prendre du recul et de discuter des questions importantes le samedi ou le dimanche ou le soir tard? Est-ce qu'on prévoit de prendre des semaines de vacances? Si oui, voilà, quand, combien? Alors, dans tout ça, rien n'est insurmontable, même si les besoins, les contraintes ne sont pas les mêmes. On peut les compenser par des arrangements financiers, répartition des parts, revenus différents, mais c'est quand même indispensable de mettre tout ça sur la table avant de démarrer. Ensuite, quelles compétences apportons-nous chacun au projet? Est-ce que nous sommes d'accord sur le fait qu'ils ont la même valeur? Eh bien oui. Est-ce que la répartition des rôles est claire? Est-ce que les compétences se complètent bien? A priori, oui. Euh, mais ça vaut la peine de bien discuter de ce point-là pour s'assurer que ces compétences et les apports de chacun vont être valorisés de la même manière. Pas se retrouver dans la situation où, un jour ou l'autre, l'un va dire, mais finalement, le succès de cette entreprise, c'est moi qui ai apporté l'idée, c'est moi qui ai apporté la technologie, c'est moi qui ai apporté les partenariats clés, etc. Donc, il vaut mieux déminer cette problématique-là dès le départ, en tout cas la mettre sur la table.
Ensuite, comment allons-nous prendre nos décisions, et notamment les décisions les plus importantes. Donc, autant les décisions quotidiennes, opérationnelles, elles vont relever du domaine de chacun. Ensuite, souvent, on va avoir un président, éventuellement un directeur général. Euh, et ensuite, mais il y a des décisions qui sont, au-delà des décisions opérationnelles, qui vont être des décisions d'actionnaires. Et celles-là, comment allons-nous les prendre? Alors, évidemment, le pire des cas, c'est quand on est à 50-50 et on peut avoir des situations totalement bloquées. Si en plus l'ego vient s'y ajouter, ça va être inextricable. C'est en tout cas important de discuter de ces points-là. Donc, même si on n'est pas à 50-50, c'est quand même plus sain de pouvoir prendre ces décisions en commun. Donc, voilà, comment on va les prendre? Est-ce qu'on va les jouer à pile ou face? Est-ce qu'on va faire intervenir un tiers qui peut être un conseiller Melsion, qui peut être son expert comptable qu'on aime bien, qui peut être un mentor? Est-ce qu'on va faire appel à un médiateur spécialisé pour nous départager si le désaccord commence à se transformer en conflit? Voilà, autant de choses aussi à mettre sur la table dès le départ avec les différentes options. Sur la prise de décision, on vous invite à regarder d'autres chroniques passées. Il y en a eu plusieurs sur les modalités de prise de décision. Vous pourrez les trouver facilement en tapant décision dans le moteur de recherche de la chaîne Melsion. Et puis, le cas échéant, comment allons-nous gérer nos désaccords inévitables, hein. Voilà, il y a aussi des gens qui fonctionnent différemment par rapport aux désaccords. Certains ont horreur des conflits, d'autres adorent voilà, des confrontations un petit peu musclées, un peu viriles. Donc, il vaut mieux aussi avoir euh, débattu de ces points-là à l'avance pour savoir comment on va pouvoir s'y prendre. Et puis, quel est notre plan de développement? Alors, voilà, au-delà de l'idée initiale, on part fleur au fusil, avoir déjà plus qu'un coup d'avance, avoir déjà une vision sur les prochaines années. Et par là, effectivement, est-ce qu'on veut rester indépendant? Est-ce qu'on veut faire rentrer des fonds d'investissement? Quelle est notre ambition? À quel point on veut aller vite ou pas? Et là, on vous recommande effectivement de faire l'exercice du partage de la vision et de l'aliment stratégique, qui est l'objet d'une autre chronique que j'ai faite il y a quelques mois, et puis sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Enfin, quel est l'horizon de temps pour chacun? Question évidemment cruciale, c'est-à-dire qu'en caricaturant, pour l'un, ça peut être l'entreprise de sa vie, qui va vouloir même léguer à ses enfants, alors que l'autre veut faire un coup sur 3 ou 4 ans et encaisser idéalement le jackpot. Et donc ça, il vaut mieux aussi de discuter à l'avance. Donc, c'est pas pour autant que notre approche temporelle n'est pas la même, qu'on ne peut pas s'associer. J'avais l'expérience effectivement d'un associé à 50-50 voilà, qui voulait sortir et j'avais accepté le prix qu'il m'avait demandé. Simplement, parfois il faut trouver des arrangements. Je vais proposer de lui verser une partie du prix, la moitié tout de suite, et puis l'autre moitié 2 ans après, si l'entreprise existait encore. Voilà, donc je n'avais pas les moyens de lui verser tout ce qu'il voulait d'un coup. Et 2 ans plus tard, l'entreprise existait toujours, mais je n'avais toujours pas les moyens de lui verser l'autre moitié du prix. Et je lui ai donc revendu des actions à une autre valorisation, puisque l'entreprise, entre-temps, avait évolué. Et voilà, tout est bien qui finit bien, puisque l'entreprise était entrée en bourse et donc il avait bien pu valoriser la moitié du rachat de ses actions quelques années plus tard. Voilà, pour terminer, quels sont les documents à prévoir pour encadrer tout ça? Les questions qu'on a listées là, donc c'est bien de les traiter oralement, mais c'est encore mieux de garder tout ça par écrit. Ça peut servir avec le temps. Alors, il y a évidemment les statuts de la société, mais il y a aussi le pacte d'associés, classique aussi. Et enfin, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la vision partagée et un certain nombre de fondamentaux voilà, à bien clarifier ensemble. Si on les passe en revue rapidement, les statuts, bon, c'est classique, tout le monde a eu l'occasion d'en voir ou d'en valider. Il y a quand même quelques éléments importants là-dedans. Par exemple,
le siège social, les bureaux? Est-ce qu'on prévoit du présentiel? Quelle part éventuellement de travail à distance? Euh, sur les apports de chaque associé, qu'est-ce qu'on va pouvoir valoriser en termes d'apport en nature, de frais engagés avant la création? Et puis l'équilibre entre capital et compte courant. On a vu aussi que il est intéressant d'avoir davantage de compte courant et moins de capital. C'est plus facile ensuite de récupérer ces sommes mises en compte courant le jour où l'entreprise commence à générer du cash flow positif. Voilà, l'objet social, on le prévoit en général assez large, mais c'est intéressant aussi, ça donne une idée de vers où on peut aller, comment l'entreprise peut, dans la durée, se développer, notamment à travers des activités dérivées, etc. Et puis enfin, évidemment, la gouvernance, président, directeur général, directeur associé, etc., etc. C'est l'occasion de balayer tout ça. Le pacte d'actionnaires, il vient compléter les statuts, encadrer les relations entre associés. Donc voilà, c'est bien de pas tout mettre dans les statuts qui sont publics, mais alors que le pacte, lui, va être sous seing privé et plus facile à faire évoluer dans le temps. Donc on va y aborder le droit de vote des associés. Est-ce qu'il y a des droits de vote doubles? Est-ce qu'il y a des associés sans droit de vote? Les clauses d'agrément de nouveaux associés, clauses de préemption. Un associé veut sortir, c'est quand même bien que les associés restants puissent préempter ses parts, plutôt que de faire entrer un tiers. Les droits de sortie et droits de suite, pardon, et les clauses de sortie conjointe. Ça, c'est le cas où eh bien, l'entreprise va être vendue. J'ai à la fois le droit de vendre mes parts si je suis minoritaire et de ne pas rester scotché, comme on dit, avec un nouvel actionnaire. Et à l'inverse, j'ai aussi l'obligation d'apporter mes actions si l'entreprise va être cédée. Et je ne vais pas pouvoir, en tant que minoritaire, bloquer le deal. Euh, voilà, c'est tout ça qui va être donc couvert par le pacte d'associés, des clauses de confidentialité, de non-concurrence si l'un des associés doit quitter le navire, la clause pénale en cas de non-respect du pacte, et puis la gouvernance, voilà, au-delà des fonctions de président, de directeur, est-ce qu'il y a un comité de direction, est-ce qu'il y a un board, et qui en fait partie, etc. Et quelles sont les modalités de prise de décision à ce niveau-là. Voilà, puis enfin, sur un plan plus opérationnel et stratégique, nous recommandons vivement un atelier qui a l'objectif de se mettre d'accord sur, d'une part, la vision, la mission de l'entreprise, c'est bien de la formuler en quelques mots, quelques phrases. Ensuite, l'ambition, à 3 ans, à 5 ans, comment est-ce qu'on se projette, où est-ce qu'on voudrait être à ce moment-là. Les valeurs, voilà, la qualité, le respect du client, que sais-je encore, il y a beaucoup de choses possibles. Les axes stratégiques, les principaux enjeux, les principes de gestion, en fait, ce qui va sous-tendre vraiment les fondamentaux de l'entreprise. Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est les ressources humaines? Est-ce que les partenariats? Etc. Tout ça, c'est intéressant de le mettre, de le coucher sur le papier, enfin de le discuter, et puis ensuite de le valider ensemble. Les contributions de chacun, voilà, responsabilité, apport, compétences, réseau et autres, marques, pourquoi pas. Et puis de ça va découler un plan d'action à court moyen terme. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur la chronique que j'avais faite il y a quelques mois sur le sujet qui détaille la manière de dérouler cet atelier et d'en faire la synthèse. Voilà, en résumé, nos recommandations, donc toujours pareil, ne pas s'associer de préférence. Si on doit le faire pour de bonnes raisons, on les a évoquées. Et puis mettre sur la table tous les sujets qui risqueraient de fâcher, et ça, le faire avant de prendre la décision de s'associer. Et enfin, donc mettre tout ça par écrit dans les 3 documents qu'on vient de lister. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mickaël. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet pour Mickaël? Alors moi, j'en ai une, Mickaël, une première question. Si on est associé, par exemple, avec justement également son conjoint, moi j'étais 10 ans associé avec mon ex-femme, j'avais une société, qu'est-ce que tu recommandes dans la mise en place d'un dispositif d'associés pour des gens qui sont en plus
mariés, par exemple? Je n'en ai pas fait l'expérience. Je n'ai pas eu l'occasion non plus de faire de médiation sur des sujets comme ça, qui sont des sujets évidemment particulièrement complexes, puisqu'on on combine, on accumule deux problématiques d'association et de relations de couple. Lorsque Quelles seraient les choses à alors préconiser au niveau, avant de commencer la mise en place de justement des statuts, est-ce qu'il y a des démarches que tu penses à faire à titre personnel en termes de donation, des choses comme ça peut-être pour la réflexion Ah bah, un contrat de mariage, effectivement, va d'autant plus s'imposer. Il est toujours recommandé, mais en l'occurrence, surtout dans ce cas-là. Et puis, bon, très franchement, tu en as plus l'expérience que moi des avantages, des inconvénients et des risques éventuels. Je dirais que dans les questions à se poser, à discuter, à bien mettre à plat avant de démarrer, eh bien, les conjoints devront évoquer le cas de figure où, effectivement, soit leur association ne fonctionne pas, quid de leur couple à ce moment-là, et à l'inverse, leur couple ne fonctionne plus, quid de leur association. Voilà, même si c'est pas très, très rigolo, ce sont des cas de figure qu'il va falloir mettre sur la table, évoquer, discuter en toute transparence pour pouvoir se projeter. Sinon, c'est quand même, je dirais, si les choses échouent, c'est quand même la double peine. Moi, j'avais un conseil que j'ai Oui. ouvert, c'est surtout que si par exemple c'est deux associés qui sont mariés et qui sont à 50-50, pourquoi pas faire rentrer un associé très très minoritaire à 1% ou 2%, et ça sera toujours lui qui aura le dernier mot en cas de conflit pour pouvoir prendre des arbitrages. Ça peut être un associé Melchior, tu vois, par exemple, ou quelqu'un qui a une part minoritaire dans l'entreprise, mais qui peut acter quelque chose pour éviter le conflit de 50-50 où il y a un blocage en fait. Oui, effectivement, c'est même en tant que médiateur, ça m'avait été proposé à un moment donné. Il faut à ce moment-là s'assurer que la personne a les compétences, évidemment, on va dire business, stratégique, énormément de bienveillance, c'est-à-dire voir l'intérêt de l'entreprise et tout d'un coup ne pas se sentir investi d'un pouvoir qui serait exorbitant avec 1% de l'entreprise, d'être en capacité de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et d'abuser de ce pouvoir. Ensuite, il y a une notion d'impartialité, c'est-à-dire là encore être vraiment sur les considérations business et pas de copinage, de donner plutôt raison à l'un à l'autre pour des questions de sympathie ou autre. Donc voilà, tout ce que je décris là, de bienveillance, d'impartialité, etc., ressemble effectivement à des qualités qui peuvent être celles d'un associé, d'un conseiller Melsion ou effectivement d'un professionnel de la médiation.